Malheur à celui qui, au milieu de la jeunesse, s'abandonne à un amour sans espoir. Malheur à celui qui se livre à une douce rêverie avant de savoir où sa chimère le mène, et s'il peut être payé de retour. Les vents l'entraînent en silence, et quand la réalité le réveille, il est aussi loin du but où il aspire que du rivage qu'il a quitté. Il ne peut ni poursuivre sa route, ni revenir sur ses pas. Octave? Quelle est cette mascarade? Comment se porte, mon bon monsieur, cette gracieuse mélancolie? Octave, au fou que tu es! Tu as un pied de rouge sur les joues? D'où te vient cet accoutrement? N'as-tu pas de honte en plein jour? Oh, Célio, fou que tu es. Tu as un pied de blanc sur les joues. D'où te vient ce large habit noir? N'as-tu pas de honte en plein carnaval? Quelle vie que la tienne! Où tu es gris, où je le suis moi-même. Où tu es amoureux, où je le suis moi-même. Plus que jamais. De la belle Marianne. Plus que jamais, de vin de Chypre. J'allais chez toi quand je t'ai rencontré. Moi aussi, j'allais chez moi. Comment se porte ma maison? Il y a 8 jours que je ne l'ai vue. Apprends que j'ai à me venger d'un outrage. Vous, monsieur? Moi-même. Puisque ces impudentes guitares ne cessent de murmurer sous les fenêtres de ma femme. Mais patience, tout n'est pas fini. Tu m'iras chercher ce soir le spadassin que je t'ai dit. Pourquoi faire? Je crois que Marianne a des amants. Vous croyez, monsieur? Oui. Il y a autour de ma maison une odeur d'amant. Personne ne passe naturellement devant ma porte. Il y pleut des guitares et des entremetteuses. Est-ce que vous pouvez empêcher qu'on donne des sérénades à votre femme? Non. Mais je puis poster un homme derrière la poterne et me débarrasser du premier qui entrera. Votre femme n'a pas d'amant. Il n'en faut plus douter. Et mon déshonneur est public. Pourquoi public? Je te dis qu'il est public. Monsieur, votre femme passe pour un dragon de vertu dans toute la ville. Elle ne voit personne. Elle ne sort de chez elle que pour aller à la messe. Laisse-moi faire. Je ne me sens pas de colère après tous les cadeaux qu'elle a reçus de moi. Oui, Tibia, je machine en ce moment une épouvantable trame. Et je me sens prêt à mourir de douleur. Oh, que non. Quand je te dis quelque chose, tu me ferais plaisir de le croire. Parle, Célio. Que tu es heureux d'être fou. Que tu es fou de ne pas être heureux. Dis-moi un peu, toi, qu'est-ce qui te manque? Il me manque le repos.
L'amour dont vous autres vous faites un passe-temps trouble ma vie entière. Oh mon ami, tu ignoreras toujours ce que c'est qu'aimer comme moi. Mon cabinet d'études est désert. Depuis 1 mois, j'erre autour de sa maison la nuit et le jour. Qui est cette Marianne? Est-ce que c'est ma cousine? C'est elle-même, la femme du juge Claudio. Je ne l'ai jamais vue. Mais à coup sûr, elle est ma cousine, Claudio a fait exprès. Confie-moi tes intérêts, Célio. Tous les moyens que j'ai tentés pour lui faire connaître mon amour ont été inutiles. Elle sort du couvent, elle aime son mari et respecte ses devoirs. Sa porte est fermée à tous les jeunes gens de la ville. Personne ne peut l'approcher. Est-elle jolie? Ce que je suis, tu l'aimes, cela n'importe guère. Que pourrions-nous imaginer? Faut-il te parler franchement? Ne te riras-tu pas de moi? Laisse-moi rire de toi et parle franchement. En ta qualité de parent, tu dois être reçu dans la maison. Suis-je reçu? Je n'en sais rien. Admettons que je suis reçu. À te dire vrai, il y a une grande différence entre mon auguste famille et une botte d'asperges. Nous ne formons pas un faisceau bien serré, et nous ne tenons guère les uns aux autres que par écrit. Cependant, Marianne connaît mon nom, faut-il lui parler en ta faveur? 20 fois j'ai tenté de l'aborder. 20 fois j'ai senti mes genoux fléchir en m'approchant d'elle. J'ai été forcé de lui envoyer Chuta. Pourquoi donc suis-je ainsi? En vérité, je ne saurais aimer cette femme comme toi, Octave, tu l'aimerais. Ou comme j'en aimerais une autre. Octave. Octave, viens à mon secours. J'aime ton amour, Célio. Il divague dans ta cervelle comme un flacon syracusain. Donne-moi la main. Je viens à ton secours. Attends un peu. L'air me frappe au visage et les idées me reviennent. Je connais cette Marianne. Elle me déteste fort sans m'avoir jamais vu. C'est une mince poupée qui marmonne des AV sans fin. Fais ce que tu voudras. Mais ne me trompe pas, je t'en conjure. Il est aisé de me tromper. Je ne sais pas me défier d'une action que je ne voudrais pas faire moi-même. Si tu escaladais ces murs, Entre elle et moi est une muraille imaginaire que je n'ai pu escalader. si tu lui écrivais, Elle déchire mes lettres ou me les renvoie. si t'en aimais une autre, viens avec moi chez Rosalinde. Le souffle de ma vie est à Marianne. Elle peut, d'un mot de ses lèvres, l'anéantir ou l'embraser. Vivre pour une autre me serait plus difficile que de mourir pour elle. Ou je réussirais ou je me tuerais. Silence, la voici. Retire-toi, je vais l'aborder. Y penses-tu dans l'équipage où te voilà? Essuie-toi le visage, tu as l'air d'un fou. Voilà qui est fait. L'ivresse et moi, mon cher ami, nous sommes trop chers l'un à l'autre pour nous jamais disputer. Elle fait mes volontés comme je fais les siennes. N'ayez aucune crainte là-dessus. Je ne sais ce que j'éprouve. Non, ne lui parle pas. Pourquoi? Je ne puis dire pourquoi. Il me semble que tu vas me tromper. Touche-la. Je te jure sur mon honneur que Marianne sera à toi ou à personne au monde. Tant que j'y pourrai quelque chose. Ne vous détournez pas, princesse de beauté. Et laissez tomber vos regards sur le plus indigne de vos serviteurs. Qui êtes-vous? Mon nom est Octave. Je suis cousin de votre mari. Venez-vous pour le voir? Entrez au logis, il va revenir. Je ne viens pas pour le voir. Et n'entrerai point au logis de peur que vous m'en chassiez tout à l'heure, quand je vous aurais dit ce qui m'amène. Dispensez-vous donc de le dire et de m'arrêter plus longtemps. Je le saurai m'en dispenser et vous supplie de vous arrêter pour l'entendre.
Cruelle Marianne, vos yeux ont causé bien du mal. Et vos paroles ne sont pas faites pour le guérir. Que vous avez fait, Célio? De qui parlez-vous? Et quel mal ai-je causé? Un mal, le plus cruel de tous, car c'est un mal sans espérance. Le plus terrible, car c'est un mal qui se chérit lui-même et repousse la coupe salutaire jusque dans la main de l'amitié. Un mal qui fait pâlir les lèvres sous des poisons plus doux que l'ambroisie et qui fond en une pluie de larmes le cœur le plus dur, comme la perle de Cléopâtre. Un mal que tous les aromates, toute la science humaine ne saurait soulager. Et qui se nourrit du vent qui passe, du parfum d'une rose fanée, du refrain d'une chanson, et qui suce l'éternel aliment de ses souffrances dans tout ce qui l'entoure. Comme une abeille, son miel dans tous les buissons d'un jardin. Me direz-vous le nom de ce mal? Que celui qui est digne de le prononcer vous le dise. Que les rêves de vos nuits vous l'apprennent. Que vous puissiez le chercher un beau soir, vous le trouverez sur vos lèvres. Son nom n'existe pas sans lui. Est-il si dangereux à dire, si terrible dans sa contagion qu'il effraie une langue qui plaît dans sa faveur? Est-il si doux à entendre, cousine, que vous le demandiez? Vous l'avez appris à Célio. C'est donc sans le vouloir, je ne connais ni l'un ni l'autre. Que vous les connaissiez ensemble et que vous ne les sépariez jamais. Voilà le souhait de mon cœur. En vérité? Célio est le meilleur de mes amis. Si je voulais vous faire envie, je vous dirais qu'il est beau comme le jour, jeune, noble, et je ne mentirais pas. Mais je ne veux que vous faire pitié. Et je vous dirais qu'il est triste comme la mort, depuis le jour où il vous a vu. Est-ce ma faute s'il est triste? Est-ce sa faute si vous êtes belle? Il ne pense qu'à vous. À toute heure, il rôde autour de votre maison. N'avez-vous jamais entendu chanter sous vos fenêtres? N'avez-vous jamais soulevé à minuit cette jalousie et ce rideau? Tout le monde peut chanter le soir et cette place appartient à tout le monde. Tout le monde aussi peut vous aimer, mais personne ne peut vous le dire. Quel âge avez-vous, Marianne? Voilà une jolie question. Et si je n'avais que 19 ans, que voudriez-vous que j'en pense? Vous avez donc encore 5 ou 6 ans pour être aimé. 8 ou 10 ans pour aimer vous-même, et le reste pour prier Dieu. Vraiment? Eh bien, pour mettre le temps à profit, j'aime Claudio, votre cousin et le mari. Mon cousin et votre mari ne feront jamais à eux deux qu'un pédant de village. Vous n'aimez point Claudio? Ni Célio! Vous pouvez le lui dire. Pourquoi? Pourquoi n'aimerais-je pas Claudio, c'est mon mari? Pourquoi n'aimeriez-vous pas Célio, c'est votre amant? Me direz-vous aussi pourquoi je vous écoute? Adieu, Seigneur Octave. Voilà une plaisanterie qui a duré assez longtemps. Ma foi, elle a de beaux yeux.
Tu avais raison. Et ma femme est un trésor de pureté. Que te dirais-je de plus? C'est une vertu solide. Vous croyez, monsieur? Peut-elle empêcher qu'on ne chante sous ses croisées? Les signes d'impatience qu'elle a pu donner dans son intérieur sont les suites de son caractère. As-tu remarqué que sa mère, lorsque j'ai touché cette corde, a été tout d'un coup du même avis que moi? Relativement à quoi? Relativement à ce qu'on chante sous ses croisées. Chanter n'est pas un mal. Je fredonne moi-même à tout moment. Mais bien chanter est difficile. Difficile pour vous et pour moi, qui n'ayant pas reçu de voix de la nature, ne l'avons jamais cultivé. Et vous voyez comme ces acteurs de théâtre s'en tirent habilement. Ces gens-là passent leur vie sur les planches. Combien croyez-vous qu'on puisse donner par an? À qui? Un juge de paix? Non, à un chanteur. Je n'en sais rien. On donne à un juge de paix le tiers de ce que vaut ma charge. Les conseillers de justice en moitié. Si j'étais juge en cour royale et que ma femme eut des amants, je les condamnerais moi-même. Combien d'années de galère? À la peine de mort. Un arrêt de mort est une chose superbe à lire à haute voix. Ce n'est pas le juge qui le lit, c'est le greffier. Le greffier de votre tribunal a une jolie femme. Non, c'est le président qui a une jolie femme. Le greffier aussi. J'ai soupé hier avec eux. C'est inutile, après ce que je t'ai dit tout à l'heure. À quel sujet? Au sujet de ma femme. La voici qui vient elle-même. Savez-vous ce qui m'arrive pendant que vous courez les champs? J'ai reçu la visite de votre cousin. Qui cela peut-il être? Nommez-le par son nom. Octave, qui m'a fait une déclaration d'amour de la part de son ami Célio. Qui est ce Célio? Connaissez-vous cet homme? Trouvez bon que ni lui ni Octave ne mettent les pieds dans cette maison. Je le connais. C'est le fils d'Hermia, notre voisine. Qu'avez-vous répondu à cela? Il ne s'agit pas de ce que j'ai répondu. Comprenez-vous ce que je dis? Donnez ordre à vos gens qu'ils ne laissent entrer ni cet homme ni son ami. Je m'attends à quelque importunité de leur part et je suis bien aise de l'éviter. Que penses-tu de cette aventure, Tibia? Il y a quelques ruses là-dessous. Vous croyez, monsieur? Pourquoi n'a-t-elle pas voulu dire ce qu'elle a répondu? La déclaration est impertinente, il est vrai, mais la réponse mérite d'être connue. J'ai le soupçon que ce Célio est l'ordonnateur de toutes ces guitares. Défendre votre porte à ces deux hommes est un moyen excellent de les éloigner. Rapporte-t'en à moi. Il faut que je fasse part de cette découverte à ma belle-mère. J'imagine que ma femme me trompe. Et que toute cette fable est une pure invention pour me faire prendre le change et troubler entièrement mes idées. Eh bien, mon cher enfant, quels seront vos plaisirs aujourd'hui? Les vôtres, ma mère. Et quoi? Les plaisirs communs et non les peines communes? C'est un partage injuste, Célio. Ayez des secrets pour moi, mais non pas de ceux qui vous ravagent le cœur et vous rendent insensible à tous ceux qui vous entourent. Je n'ai pas de secret. Et plût à Dieu si j'en avais qu'il fût de nature à faire de moi une statue. Quand vous aviez 10 ou 12 ans, toutes vos peines, tous vos petits chagrins se rattachaient à moi. D'un regard sévère ou indulgent de ces yeux que voilà, dépendait la tristesse ou la joie des vôtres. Et votre petite tête blonde tenait par un fil bien délié au cœur de votre mère. Maintenant, je ne suis plus qu'une vieille sœur.
Incapable peut-être de soulager vos ennuis, mais non pas de les partager. Et vous aussi, vous avez été belle. Oh, ma mère, vous avez inspiré l'amour. Sous vos fenêtres entr'ouvertes, à murmurer le son de la guitare. Sur ces places bruyantes, dans le tourbillon de ces fêtes, vous avez promené une insouciante et superbe jeunesse. Vous n'avez point aimé. Un parent de mon père est mort d'amour pour vous. Quel souvenir me rappelles-tu là? Ah, si votre cœur peut en supporter la tristesse, si ce n'est pas vous demander des larmes, racontez-moi cette aventure, ma mère. Faites-moi connaître les détails. Votre père ne m'avait jamais vue alors. Il se chargea, comme allié de ma famille, de faire agréer la demande du jeune Orsini qui voulait m'épouser. Il fut reçu comme le méritait son rang par votre grand-père et admis dans son intimité. Orsini était un excellent parti et cependant je le refusai. Votre père, en plaidant pour lui, avait tué dans mon cœur le peu d'amour qu'il m'avait inspiré pendant 2 mois d'assiduité constante. Je n'avais pas soupçonné la force de sa passion pour moi. Quand on lui apporta ma réponse, il tomba, privé de connaissance, dans les bras de votre père. Cependant, une longue absence, un voyage qu'il entreprit alors et dans lequel il augmenta sa fortune, devait avoir dissipé ses chagrins. Votre père changea de rôle et demanda pour lui ce qu'il n'avait pu obtenir pour Orsini. Je l'aimais d'un amour sincère. Et l'estime qu'il avait inspirée à mes parents ne me permit pas d'hésiter. Le mariage fut décidé le jour même et l'église s'ouvrit pour nous quelques semaines après. Orsini revint à cette époque. Il vint trouver votre père, l'accabla de reproches, l'accusa d'avoir trahi sa confiance et d'avoir causé le refus qu'il avait essuyé. Du reste, ajouta-t-il, si vous avez désiré ma perte, vous serez satisfait. Épouvanté de ces paroles, votre père vint trouver le mien et lui demander son témoignage pour désabuser Orsini. Hélas, il n'était plus temps. On trouva dans sa chambre le pauvre jeune homme qui s'était poignardé. Il y renonce, dites-vous. Hélas, pauvre jeune homme. Il aime plus que jamais, et sa mélancolie se trompe elle-même sur les désirs qui la nourrissent. Je croirais presque qu'il se défie de vous, de moi, de tout ce qui l'entoure. Non,
De par le ciel, je n'y renoncerai pas. Je me sens moi-même une autre Marianne, et il y a du plaisir à être entêté. Ou Célio réussira, ou j'y perdrai ma langue. Agirez-vous contre sa volonté? Oui, pour agir d'après la mienne qui est sa sœur aînée. Et pour envoyer aux enfers Messer Claudio le juge, que je déteste, méprise et abhorre depuis les pieds jusqu'à la tête. Quant à moi, je cesse de m'en mêler. Comment, Célio? Tu abandonnes la partie? Que veux-tu que je fasse? Qu'as-tu? Te voilà pâle comme la neige. Que se passe-t-il en toi? Pardonne-moi. Pardonne-moi, fais ce que tu voudras. Va trouver Marianne. Dis-lui que me tromper, c'est me donner la mort et que ma vie est dans ses yeux. Par le ciel, voilà qui est étrange. Marianne sort. Belle Marianne, vous dormirez tranquillement. Le cœur de Célio est à une autre, et ce n'est plus sous vos fenêtres qu'il donnera ses sérénades. Quel dommage, et quel grand malheur de n'avoir pu partager un amour comme celui-là. Vous voyez comme le hasard me contrarie, moi qui allais l'aimer. Oui, sur mon âme, ce soir ou demain matin. Dimanche ou plus tard, je lui appartenais. Et qui pourrait ne pas réussir avec un ambassadeur tel que vous? Raillez, nous ne vous craignons plus. Ou peut-être que cet amour n'était encore qu'un pauvre enfant à la mamelle. Et vous, comme une sage nourrice en le menant à la lisière, vous l'aurez laissé tomber la tête la première en le promenant par la ville. La sage nourrice s'est contentée de lui faire boire d'un certain lait. Que la vôtre vous a versé sans doute, et généreusement. Vous en avez encore sur les lèvres une goutte qui se mêle à toutes vos paroles. Comment s'appelle ce lait merveilleux? L'indifférence. Vous ne pouvez ni aimer ni haïr. Et vous êtes comme les roses du Bengale, Marianne. Sans épines et sans parfum. Bien dit. Aviez-vous préparé d'avance cette comparaison? Si vous ne brûlez pas le brouillon de vos harangues, donnez-le-moi de grâce que je les apprenne à ma perruche. Qui trouvez-vous qui puisse vous blesser? Une fleur sans parfum n'en est pas moins belle. Ce sont les plus belles que Dieu a faites ainsi. Et le jour où comme une Galatée d'une nouvelle espèce, vous deviendrez de marbre au fond de quelque église, ce sera une charmante statue que vous ferez, qui ne laissera pas que de trouver quelques niches respectables dans un confessionnal. Mais mon cher cousin, est-ce que vous ne plaignez pas le sort des femmes? Voyez un peu ce qui m'arrive. Il est décrété par le sort que Célio m'aime ou qu'il croit m'aimer. Lequel Célio le dit à ses amis, et lesquels amis décrètent à leur tour que sous peine de mort, je serai sa maîtresse. Et daigne m'envoyer en votre personne un digne représentant, chargé de me faire savoir que j'ai aimé le dit Seigneur Célio d'ici à une 8aine de jours.
Pesez cela, je vous en prie. Si je me rends, que dira-t-on de moi? N'est-ce pas une femme bien abjecte que celle qui obéit à point nommé, alors convenue à une pareille proposition? Ne va-t-on pas la déchirer à belles dents, la montrer au doigt et faire de son nom le refrain d'une chanson à boire? Si elle refuse, au contraire, est-il un monstre qui lui soit comparable? Est-il une statue plus froide qu'elle? Et l'homme qui lui parle, qui ose l'arrêter en place publique, n'a-t-il pas le droit de lui dire « Vous êtes une rose du Bengale, sans épines et sans parfum » Cousine, ne vous fâchez pas. Mais n'est-ce pas une chose bien ridicule que l'honnêteté et la foi jurée? Que l'éducation d'une fille? La fierté d'un cœur qui s'est figuré qu'il vaut quelque chose? Et qu'avant de jeter au vent la poussière de sa fleur chérie, il faut que le calice en soit baigné de larmes, épanoui par quelques rayons de soleil, entrouvert par une main délicate? Mais tout cela n'est-il pas un rêve? Une bulle de savon que le premier soupir d'un cavalier à la mode doit évaporer dans les airs? Vous vous méprenez sur mon compte et sur celui de Célio. Et qu'est-ce après tout qu'une femme? L'occupation d'un moment? Une coupe fragile? Qui renferme une goutte de rosée qu'on porte à ses lèvres et qu'on jette par-dessus son épaule? Une femme, c'est une partie de plaisir? Ne pourrait-on pas dire quand on en rencontre une, voilà une belle nuit qui passe? Et ne serait-ce pas un grand écolier en de telles matières que celui qui baisserait les yeux devant elle, qui se dirait tout bas, voilà peut-être le bonheur d'une vie entière, et qui la laisserait passer? Quelle drôle de petite bonne femme. Je ne sais ce que j'ai dans la gorge, je suis triste comme une procession. Je fais aussi bien de dîner ici, voilà le jour qui baisse. Est-ce que j'ai envie de dormir? Je me sens tout pétrifié. Cousin Claudio, vous êtes un beau juge ou allez-vous si couramment? Qu'entendez-vous par là, Seigneur Octave? J'entends que vous êtes un magistrat qui a de belles formes. De langage ou de complexion? De langage, de langage. Votre perruque est pleine d'éloquence et vos jambes sont deux charmantes parenthèses. Soit dit en passant, Seigneur Octave, le marteau de ma porte m'a tout l'air de vous avoir brûlé les doigts. En quelle façon, juge plein de science? En y voulant frapper, cousin plein de finesse. Ajoute hardiment plein de respect, juge, pour le marteau de ta porte. Mais tu peux le faire peindre à neuf sans que je craigne de m'y salir les doigts. En quelle façon? Cousin plein de facéties. En n'y frappant jamais, juge plein de causticité. Cela vous est pourtant arrivé, puisque ma femme a enjoint à ses gens de vous fermer la porte au nez à la première occasion. Tes lunettes sont myopes, juge plein de grâce. Tu te trompes d'adresse dans ton compliment. Mes lunettes sont excellentes, cousin plein de ripostes. N'as-tu pas fait à ma femme une déclaration amoureuse? À quelle occasion, subtil magistrat? À l'occasion de ton ami Célio, cousin. Malheureusement, j'ai tout entendu. Par quelle oreille, sénateur incorruptible? Par celle de ma femme qui m'a tout raconté. Godluro chéri. Tout, absolument, époux idolâtré. Rien n'est resté dans cette charmante oreille? Il y est resté sa réponse, charmant pilier de cabaret, que je suis chargé de te faire. Je ne suis pas chargé de l'entendre, cher procès-verbal. Ce sera donc ma porte en personne qui te la fera, aimable croupier de roulette, si tu t'avises de la consulter. C'est ce dont je ne me soucie guère, chère sentence de mort. Je vivrai heureux sans cela. Puisses-tu le faire en repos, cher cornet de pastis. Je te souhaite 1000 prospérités. Rassure-toi sur ce sujet, cher verrou de prison. Je dors tranquille, comme une audience.
Sais-tu, mon cher ami, le beau tour que nous joue ta princesse? Elle a tout dit à son mari. Comment le sais-tu? Par la meilleure de toutes les voies possibles, je quitte à l'instant Claudio. Marianne nous fera fermer la porte au nez si nous nous avisons de l'importuner davantage. Tu l'as vu tout à l'heure. Que t'avait-elle dit? Rien qui pût me faire pressentir cette douce nouvelle. Rien d'agréable cependant. Célio, renonce à cette femme. Marianne est une bégueule. Je ne sais trop ce qu'elle m'a dit ce matin, je suis resté comme une brute, sans pouvoir lui répondre. Alors on n'y pense plus. Voilà qui est convenu et que le ciel m'écrase si je lui adresse jamais la parole. Du courage, Célio. N'y pense plus. Où vas-tu? J'ai affaire en ville ce soir. Tu as l'air d'aller te noyer. Voyons, Célio, à quoi penses-tu? Il y a d'autres Marianne sous le ciel. Soupons ensemble et moquons-nous de cette Marianne-là. Je te verrai demain, mon ami. Célio, écoute donc. Nous te trouverons une Marianne bien gentille, douce comme un agneau, n'allons point à vêpres surtout. Les maudites cloches quand elle finit de me mener en terre. Rosalinde. Rosalinde. La peste de tout l'univers. Est-il donc décidé que je souperai seul aujourd'hui? La nuit arrive en poste. Que diable vais-je devenir? Bon. Ceci me convient. Je suis capable d'ensevelir ma tristesse dans ce vin. Ou du moins ce vin dans ma tristesse. Encore ici, Seigneur Octave. Et déjà à table. Le monde entier m'abandonne. Je tâche d'y voir double afin de me servir à moi-même de compagnie. Comment? Pas un de vos amis? Pas une de vos maîtresses qui vous soulage de ce fardeau terrible? La solitude? Faut-il vous dire ma pensée? J'avais envoyé chercher une certaine Rosalinde qui me sert de maîtresse. Elle soupe en ville comme une personne de qualité. C'est une fâcheuse affaire, sans doute. Et votre cœur en doit ressentir un vide effroyable.
Un vide que je ne saurais exprimer et que je communique en vain à cette large coupe. Le carillon des vêpres m'a fendu le crâne pour toute l'après-dînée. Dites-moi, cousin, est-ce du vin à 15 sous la bouteille que vous buvez? N'en riez pas, c'est du Lacryma Christi. Ce sont les larmes du Christ en personne. Cela m'étonne que vous ne buviez pas du vin à 15 sous. Buvez-en, je vous en supplie. Pourquoi en boirais-je, s'il vous plaît? Goûtez-en. Je suis sûre qu'il n'y a aucune différence avec celui-là. Il y en a une aussi grande qu'entre le soleil et une lanterne. Non, vous dis-je, c'est la même chose. Vous moquez-vous de moi? Vous trouvez qu'il y a une grande différence? Assurément. Je croyais qu'il en était du vin comme des femmes. Une femme n'est-elle pas aussi un vase précieux, scellé comme ce flacon de cristal? Ne renferme-t-elle pas une ivresse, grossière ou divine selon sa force et sa valeur? Et n'y a-t-il pas parmi elles le vin du peuple et les larmes du Christ? Quel misérable cœur est-ce donc que le vôtre, pour que vos lèvres lui fassent la leçon? Vous ne boiriez pas le vin que boit le peuple? Vous aimez les femmes qu'il aime. L'esprit généreux et poétique de ce flacon doré, ces sucs merveilleux que la lave du Vésuve a cuvés sous son ardent soleil, vous conduiront chancelant et sans force dans les bras d'une fille de joie. Vous rougiriez de boire un vin grossier? Votre gorge se soulèverait? Ah, vos lèvres sont délicates. Mais votre cœur s'enivre à bon marché. Bonsoir, cousin. Puisse Rosalinde rentrer ce soir chez elle? 2 mots de grâce, belle Marianne. Et ma réponse sera courte. Combien de temps pensez-vous qu'il faille faire la cour à la bouteille que vous voyez pour obtenir ses faveurs? Elle est, comme vous dites, toute pleine d'un esprit céleste, et le vin du peuple ressemble aussi peu qu'un paysan ressemble à son seigneur. Cependant, regardez comme elle se laisse faire. Elle n'a reçu, j'imagine, aucune éducation. Elle n'a aucun principe. Vous voyez comme elle est bonne fille. Un mot a suffi pour la faire sortir du couvent. Et je ne puis vous le cacher, elle a failli passer tout entière sur mes lèvres dans la chaleur de son premier baiser. Êtes-vous sûr qu'elle en vaut davantage? Et si vous êtes un de ces vrais amants, n'iriez-vous pas, si la recette en était perdue, en chercher la dernière goutte jusque dans la bouche du volcan? Elle n'en vaut ni plus ni moins. Elle sait qu'elle est bonne à boire et qu'elle est faite pour être bue. Dieu n'en a pas caché la source au sommet d'un pic inabordable, au fond d'une caverne profonde. Il l'a suspendue en grappe dorée au bord de nos chemins. Il fait le métier des courtisanes. Marianne, c'est un don fatal que la beauté. La sagesse dont elle se vante est sœur de l'avarice. Et il y a plus de miséricorde dans le ciel pour ses faiblesses que pour sa cruauté. Bonsoir, cousine. Puisse Célio vous oublier.
Pensez-vous que je sois un mannequin? Et que je me promène sur la terre pour servir d'épouvantail aux oiseaux? D'où vous vient cette gracieuse idée? Pensez-vous qu'un juge criminel ignore la valeur des mots? Et qu'on puisse se jouer de sa crédulité comme de celle d'un danseur ambulant? À qui en avez-vous ce soir? Pensez-vous que je n'ai pas entendu vos propres paroles? Si cet homme ou son ami se présente à ma porte, qu'on la lui fasse fermer. Et croyez-vous que je trouve convenable de vous voir converser librement avec lui sous une tonnelle, lorsque le soleil est couché? Vous m'avez vu sous une tonnelle? Oui, sous la tonnelle d'un cabaret. La tonnelle d'un cabaret n'est point un lieu de conversation pour la femme d'un magistrat. Et il est inutile de faire fermer sa porte quand on se renvoie le dé en plein air avec si peu de retenue. Depuis quand m'est-il défendu de causer avec l'un de vos parents? Quand un de mes parents est un de vos amants, il est fort bien fait de s'en abstenir. Octave? Un de mes amants? Perdez-vous la tête? Rien de sa vie fait la cour à personne. Son caractère est vicieux. C'est un coureur de tabagie. Raison de plus pour qu'il ne soit pas, comme vous dites fort agréablement, un de mes amants. Il me plaît de parler à Octave sous la tonnelle d'un cabaret. Ne me poussez pas à quelques fâcheuses extrémités par vos extravagances. Et réfléchissez à ce que vous faites. À quelle extrémité voulez-vous que je vous pousse? Je suis curieuse de savoir ce que vous feriez. Je vous défendrai de le voir et d'échanger avec lui aucune parole. Soit dans la maison, soit dans une maison tierce, soit en plein air. Ah, vraiment? Voilà qui est nouveau. Octave est mon parent tout autant que le vôtre. Je prétends lui parler quand bon me semblera, en plein air ou ailleurs, et dans cette maison s'il lui plaît d'y venir. Souvenez-vous de cette dernière phrase que vous venez de prononcer. Je vous ménage un châtiment exemplaire si vous allez contre ma volonté. Trouvez bon que j'aille d'après la mienne, et ménagez-moi ce qui vous plaît, je m'en soucie comme de cela. Marianne, brisons cet entretien. Ou vous sentirez l'inconvenance de s'arrêter sous une tonnelle, ou vous me réduirez à une violence qui répugne à mon habit. Octave, voilà qui est nouveau. Pour qui me prend-on? Quelle manie a-t-il donc? Comment suis-je donc faite aujourd'hui, voilà une robe affreuse? Qu'est-ce que cela signifie? Vous me réduirez à la violence? Quelle violence? Je voudrais que ma mère fût là, à bâler de son avis dès qu'il dit un mot. J'ai une envie de battre quelqu'un. Me voilà bien sotte en vérité. Mais c'est donc là le commencement. Je le savais, je m'y attendais, on me l'avait prédit. Patience, patience. Il me ménage un châtiment. Que vient-il donc de se passer? Rien du tout. En vérité, cousine, vos yeux disent le contraire. J'ai réfléchi à ce que vous m'avez dit sur le compte de votre ami Célio. Dites-moi, pourquoi ne s'explique-t-il pas lui-même? Par une raison assez simple. Il vous a écrit et vous avez déchiré ses lettres. Il vous a envoyé quelqu'un, vous lui avez fermé la bouche. Il vous a donné des concerts, vous l'avez laissé dans la rue. Ma foi, il s'est donné au diable, on s'y donnerait à moi. Cela veut dire qu'il a songé à vous? Oui. Eh bien, parlez-moi de lui. Sérieusement? Oui, oui, sérieusement, me voilà, j'écoute. Vous voulez rire? Quel pitoyable avocat êtes-vous donc? Parlez, que je veuille rire ou non. Et que regardez-vous à droite et à gauche? En vérité, vous êtes en colère.
Sinon un amant, du moins un cavalier. Que me conseillez-vous? Je m'en rapporte à votre choix. Célio ou tout autre, peu m'importe. Dès demain, dès ce soir, celui qui aura la fantaisie de chanter sous mes fenêtres trouvera ma porte entrouverte. Eh bien, vous ne parlez pas. Je vous dis que je prends un amant. Tenez. Voilà mon écharpe en gage. Qui vous voudrez me la rapportera. Marianne! Quelle que soit la raison qui a pu vous inspirer une minute de complaisance, puisque vous m'avez appelé, puisque vous consentez à m'entendre au nom du ciel, restez là même une minute encore. Permettez-moi de vous parler. Que voulez-vous me dire? Si jamais homme au monde a été digne de vous comprendre, digne de vivre et de mourir pour vous, cet homme est Célio. Si vous saviez sur quel autel sacré vous êtes adoré comme un dieu, vous, si belle, si jeune, si pure encore, livré à ce Claudio qui n'a plus de sens et qui n'a jamais eu de cœur. Si vous saviez quel trésor de bonheur, quelle mine féconde repose en vous, en lui. Je ne vous parle pas de sa souffrance, de cette douce et triste mélancolie qui ne s'est jamais lassée de vos rigueurs et qui en mourrait sans se plaindre. Oui, Marianne, il en mourra. Que puis-je vous dire? Qu'inventerai-je pour donner à mes paroles la force qui leur manque? Je ne sais pas le langage de l'amour. Regardez dans votre âme, c'est elle qui peut vous parler de la sienne. Y a-t-il un pouvoir capable de vous toucher? Vous, qui savez supplier Dieu, existe-t-il une prière qui puisse rendre ce dont mon cœur est plein? Ne croirait-on pas à vous entendre que c'est pour vous que vous plaidez? Marianne, au nom du ciel, ne souriez pas. Ne fermez pas votre cœur au premier éclair qu'il ait peut-être traversé. Ce caprice de bonté, ce moment précieux va s'évanouir. Vous avez prononcé le nom de Célio. Vous avez pensé à lui, dites-vous. Ah, si c'est une fantaisie, ne me la gâtez pas. Le bonheur d'un homme en dépend. Êtes-vous sûr qu'il ne me soit pas permis de sourire? Oui, vous avez raison. Je sais tout le tort que mon amitié peut faire. Je sais qui je suis, je le sens. Un pareil langage dans ma bouche a l'air d'une raillerie. Vous doutez de la sincérité de mes paroles. Jamais, peut-être, je l'ai senti avec plus d'amertume qu'en ce moment le peu de confiance que je puis inspirer. Célio me déplaît, je ne veux pas de lui. Parlez-moi de quelque autre, de qui vous voudrez. Choisissez-moi dans vos amis un cavalier digne de moi. Envoyez-le-moi, Octave. Oh, femme, 3 fois femme. Célio vous déplaît et le premier venu vous plaira. L'homme qui vous aime depuis 1 mois, qui s'attache à vos pas, qui mourrait de bon cœur sur un mot de votre bouche. Celui-là vous déplaît. Et il est jeune, beau, riche et digne en tout point de vous, mais il vous déplaît et le premier venu vous plaira. Faites ce que je vous dis, Octave. Vous ne me revoyez pas. Mon écharpe est bien jolie, Marianne. Ton petit caprice de colère est un charmant traité de paix. Il ne me faudrait pas beaucoup d'orgueil pour le comprendre. Un peu de perfidie suffirait. Ce sera pourtant Célio qui en profitera. Que je fusse né dans le temps des tournois et des batailles, qu'il m'eût été permis de porter les couleurs de Marianne et de les teindre de mon sang, que le sacrifice de ma vie eût pu lui être utile. Je sais agir, mais je ne puis parler. Ma langue ne sert point mon cœur.
et je mourrai sans m'être fait comprendre, comme un muet dans une prison. Seigneur Célio, défiez-vous d'Octave. Ne vous a-t-il pas dit que la belle Marianne lui avait fermé sa porte? Assurément. Pourquoi m'en défierais-je? Tout à l'heure, en passant, je l'ai vue en conversation avec elle. Qu'y a-t-il d'étonnant à cela? Il aura épié ses démarches et saisi un moment favorable pour lui parler de moi. J'entends qu'ils se parlaient amicalement, et comme des gens qui sont de bon accord ensemble. Célio! Eh bien, mon ami, quelle nouvelle? Attache ce chiffon à ton bras droit, Célio. Tu es l'amant de Marianne. Au nom du ciel, ne te ris pas de moi. Tu es un heureux garçon, Célio. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Ou tu es ma vie, Octave, ou tu es sans pitié? Quoi, tu n'es pas encore parti? Je te dis que tout est convenu. Une chanson sous sa fenêtre. Cache-toi un peu le nez dans mon manteau, afin que les espions du marine ne te reconnaissent pas. Sois sans crainte, afin qu'on te craigne. Et si elle résiste, prouve-lui qu'il est un peu tard. Ah mon Dieu, le cœur me manque! Et moi aussi, car je n'ai dîné qu'à moitié. As-tu du tabac turc? Tu me trouveras probablement ici demain matin. Allons, mon ami, en route! Tu m'embrasseras en revenant! En route, allez, s'avance! Écris sur tes tablettes, Dieu juste, que cette nuit doit m'être comptée dans ton paradis. Est-ce bien vrai que tu as un paradis? En vérité, cette femme était belle. Sa petite colère lui allait bien. D'où venait-elle? C'est ce que j'ignore. Qu'importe comment la bille d'ivoire tombe sur le numéro que nous avons appelé. Souffler une maîtresse à son ami, c'est une horreur trop commune pour moi, Marianne ou tout autre. Qu'est-ce que cela me fait? La véritable affaire est de souper. Comme tu m'aurais détesté, Marianne, si je t'avais aimé. Comme tu m'aurais fermé ta porte. Ton bélître de mari t'aurait paru un Adonis, un Sylvain en comparaison de moi. Où est la raison de tout cela? Pourquoi cette fumée va-t-elle à droite plutôt qu'à gauche? Voilà la raison de tout. Fou, 3 fois fou allié, celui qui calcule ses chances, qui met la raison de son côté. La justice céleste qui a une balance dans ses mains. La balance est parfaitement juste, mais tous les poids sont creux. Dans l'un, il y a une pistole, dans l'autre, un soupir amoureux, dans celui-ci, une migraine, et dans celui-là, il y a le temps qu'il fait. Et toutes les actions humaines se vont de haut en bas selon ces poids capricieux. Voyons un peu cela. Ne venez pas ce soir, mon mari a entouré la maison d'assassins et vous êtes perdus s'il vous trouve. Marianne. Marianne! Marianne, êtes-vous là? Fuyez, Octave! Vous n'avez donc pas reçu mon message? Quel nom ai-je entendu? La maison est entourée d'assassins.
Mon mari a écouté notre conversation de ce soir et votre mort est certaine si vous restez une minute de plus. Est-ce un rêve? Suis-je Célio? Octave! Octave, au nom du ciel, ne vous arrêtez pas! Demain, trouvez-vous à midi dans un confessionnal de l'église. J'y serai. Octave, traître Octave, puisse mon sang retomber sur toi. Puisque tu savais quel sort m'attendait ici et que tu m'y as envoyé à ta place, tu seras satisfait dans ton désir. Moi seul au monde, je l'ai connu. Pour moi seul, cette vie silencieuse n'a point été un mystère. Les longues soirées que nous avons passées ensemble sont comme de fraîches oasis dans un désert aride. Ils ont versé sur mon cœur les seules gouttes de rosée qui soient jamais tombées. Célio,
était la bonne partie de moi-même. Elle est remontée au ciel avec lui. C'était un homme d'un autre temps. Il connaissait les plaisirs et leur préférait la solitude. Il savait combien les illusions sont trompeuses et il préférait ces illusions à la réalité. Elle eût été heureuse, la femme qui l'eût aimé. Ne serait-elle point heureuse, Octave, la femme qui t'aimerait? Je ne sais point aimer. Célio seul le savait. La cendre que renferment cette urne est tout ce que j'ai aimé sur la terre, tout ce que j'aimerais. Lui seul savait verser dans une autre âme toutes les sources de bonheur qui reposaient dans la sienne. Lui seul était capable d'un dévouement sans borne. Lui seul lui consacrait sa vie entière à la femme qu'il aimait aussi facilement qu'il aurait bravé la mort pour elle. Je ne suis qu'un débauché sans cœur. Je n'estime point les femmes. L'amour que j'inspire est comme celui que je ressens, l'ivresse passagère d'un songe. Ma gaieté est comme le masque d'un histrion. Mon cœur est plus vieux qu'elle, mes sens blasés n'en veulent plus. Je ne suis qu'un lâche, sa mort n'est point vengée. Et comment aurait-elle pu l'être, à moins de risquer votre vie? Claudio est trop puissant dans cette ville pour rien craindre de vous. Célio m'aurait vengé si j'étais mort pour lui comme il est mort pour moi. Ce tombeau m'appartient, c'est moi qu'ils ont tué. Adieu la gaieté de ma jeunesse, l'insouciante folie, la vie libre et joyeuse. Adieu les bruyants repas, les causeries du soir, les sérénades sous les balcons dorés. Adieu les femmes, les mascarades à la lueur des torches, les longs soupers à l'ombre des forêts. Adieu l'amour et l'amitié. Ma place est vide sur la terre. Mais non pas dans mon cœur. Octave, pourquoi dis-tu adieu l'amour? Je ne vous aime pas, Marianne. C'était Célio qui vous aimait. Because the city disgusts young people like me. Because I ain't got no guts, sing I, women and me. Because there's so many hearts appear to be free. Because my joy's torn apart, sing I, women and me. Women and me, how sad can it be? Women and me, it's a silent story. Because I chose a high cloud to spend my 40 years. Because my writing is doubt, sing I, women and me. Because alone is a common word to the lonesome. Because it terrifies me, sing I, women and me. Women and me, how sad can it be? Women and me, it's a silent story. Because alone is a common word to the lonesome. Because it terrifies me, sing I, women and me.
3. Que 2 et 2 sont 4, Sganarelle, et que 4 et 4 sont 8. Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Escorté de son fidèle valet Sganarelle, Don Juan, un gentilhomme libertin, courageux et hypocrite, séduit les femmes, se bat en duel, nie l'autorité de son père et se moque du ciel. Il ira jusqu'au parjure. Le ciel m'en défend la pensée. Et si vous m'attaquez, nous verrons ce qui en arrivera. Et mourrez le plus tôt que vous pourrez, c'est le mieux que vous puissiez faire. Va, c'est une affaire entre le ciel et moi. Prends, le voilà! Daniel Mesguich signe la mise en scène et interprète le rôle principal de cette pièce de Molière. Il souligne la force à la fois comique et tragique de ce texte. Et montrons que rien ne me saurait ébranler. À ses côtés, Christian Eck incarne un Sganarelle savoureux, une rare réussite. À quel abominable maître me vois-je obligé de servir? Original et inventif, ce Lavare de Molière va en séduire plus d'un. Que l'on t'étale de chez moi, maître juré filou! Vas-y, de potence! Je n'ai jamais rien vu d'aussi méchant que ce maudit vieillard. Et je pense, sauf correction, qu'il a le diable au corps. La performance burlesque et dramatique de Jean-Claude Frison dans le rôle d'Harpagon apporte une vision nouvelle à cette comédie. Nous t'avons élu pour nous dire qui a raison, de ma fille ou de moi. Si je ne m'y vois forcée par une puissance absolue, je vous donne ma parole que je ne consentirai pas au mariage qui vous chagrine. Harpagon, personnage cupide et mesquin possédé par l'appât du gain, exerce une tyrannie insupportable sur son entourage. Manipulé par ses enfants et domestiques, il finira prisonnier de sa folie obsessionnelle. Elle vous aime fort, je le sais, mais il aime un peu plus l'argent. Il faut s'il vous plaît songer à vous défaire de votre amour. À cesser toutes vos poursuites auprès d'une personne que je prétends pour moi. Et à vous marier dans peu avec celle qu'on vous destine. Qui m'a pris mon argent? Consentez, ainsi que moi, à ce double hyménée. Il faut pour prendre conseil que je vois ma cassette. Ce grand classique de Molière est à la fois une brillante comédie de mœurs et une peinture réaliste d'un caractère. Jean-Claude Idé en signe. Vous avez renoncé à l'amour? Moi aussi. Vous avez renoncé à l'amour? Moi aussi. Et votre amitié me tiendra lieu de tout si vous êtes sensible à la mienne. Je m'attendais à trouver quelques consolations dans la marquise. Sa généreuse résolution de ne plus aimer me la rendait respectable. Et la voilà qui va se remarier. Je suis dans les pleurs, et l'on promet mon cœur et ma main à tout le monde, même à ceux qui n'en veulent pas. Je ne veux point me marier, mais je ne veux pas qu'on me refuse. Si je n'aimais pas Angélique, qu'il faut bien que j'oublie, vous n'auriez qu'une chose à craindre avec moi, qui est que mon amitié ne devint amour. Eh bien voilà qui change tout. Quoi? Vous n'épouserez pas celui... Quoi? Vous n'épouserez pas celui qu'il vous destine? Que sais-je? Peut-être ne me conviendra-t-il point. Dorante arrive ici aujourd'hui. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu sans qu'il me connût. Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps, et je prendrai la sienne. Il m'a prié de lui permettre de n'arriver d'abord chez vous que sous la figure de son valet, qui, de son côté, fera le personnage de son maître. Un domestique, là-bas, m'a dit d'entrer ici et qu'on allait avertir mon beau-père, qui était avec ma femme. Vous voulez dire monsieur Orgon et sa fille, sans doute, monsieur? Eh oui. Que le sort est bizarre. Aucun de ces deux hommes n'est à sa place. Je ne te veux ni bien, ni mal. Je ne te hais, ni ne t'aime, ni ne t'aimerai, à moins que l'esprit ne me tourne. Ne consentez-vous pas d'être à moi? Mon oncle Créon saura. Mon oncle Créon saura. Tu es folle. À chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous, nous devons aller enterrer notre frère. C'est comme cela que ça a été distribué. Je ne veux pas mourir. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir.
On ne présente plus Antigone, le grand classique de Jean Anouilh, inspiré de la pièce de Sophocle. Montée au Théâtre Marigny par Nicolas Briançon, cette production bénéficie de l'interprétation exceptionnelle de Barbara Schulz et de Robert Hossein. La loi est d'abord faite pour toi, Antigone. Tu as donc tellement envie de mourir. Je veux te sauver, Antigone. Pourquoi? Puisque vous savez bien que je recommencerai. Te faire mourir? Un triomphe, un spectacle à ne pas manquer. Je ne peux pas couper les mains. Je ne peux pas couper les mains de ma fille. Coupez-lui les mains, ou c'est toi que j'emporterai. C'est malin ça. On y va, on y retourne. Est-ce que tu peux mettre ton gilet par-dessous ta veste? T'as une veste ou un manteau là? La pince à linge, c'est un repère pour toi? Prêt? Prêt? Ok, action! Action! Ok, on y va. Mais c'est exprès, faut pas vous barrer. Ok, on y va. Alors maintenant, la voiture part de l'autre côté, Ouais, avec les enfants. dans cette rue, et nous, la caméra vient dans le virage, dans ce coude-là. Vous allez? D'abord, ça a commencé par le fait qu'on a pris la pièce et que j'ai pris tout ce qui se dit, tous les dialogues sans les toucher. On a coupé quelques morceaux, on n'a pas changé de mots. J'ai rajouté toutes les idées d'escalier, toute l'action en fait, en rajoutant des choses que Musset n'aura pas pu écrire, comme par exemple poursuite en voiture ou des menaces avec un pistolet, des choses qui font partie de notre monde aussi cinématographique et aussi du monde dans lequel on vit, en les contrastant avec ces mots-là. On garde tout le côté des pièces de théâtre dans leurs mots, dans comment elles expriment, mais les gestes, les gestuels, les mouvements, c'est vraiment quelque chose de contemporain, d'actuel. Puis ne jamais juste faire asseoir un comédien qui parle, mais les faire vivre dans ce qui l'entoure. Il y a des dialogues magnifiques. Pour les entendre, il faut quand même mettre en valeur ce qui se dit. Brisons cet entretien, où vous sentirez l'inconvenance de s'arrêter sous une tonnelle, où vous me réduirez à une violence qui répugne à mon habit. L'année passée, en 2007, je suis allée en Pologne faire un masterclass avec Andrzej Wajda, le grand cinéaste polonais. J'ai discuté avec les comédiens polonais, ils m'ont raconté qu'en Pologne, c'est un concept qui se fait depuis des années. Et puis je suis revenue en Suisse avec l'idée de proposer ça ici. Et à ce moment-là, Jean Lermier venait d'être nommé directeur du théâtre de Carouge. Je suis allée le voir parce que j'avais besoin d'un théâtre partenaire pour proposer le projet. J'ai fait la mise en scène du spectacle au théâtre des Caprices de Marianne. C'est moi qu'ils ont étendu sous cette froide pierre. C'est pour moi qu'ils avaient aiguisé leurs épées, c'est moi qu'ils ont tué. Lors d'un week-end, de manière très sauvage, j'avais pris une petite caméra DV et j'avais filmé les acteurs. J'avais été excessivement frappé de la force de l'écriture de Musset,
dans une image contemporaine. Je te souhaite 1000 prospérités. Rassure-toi sur ce sujet, cher verrou de prison. Je dors tranquille comme une audience. Moi, je le voyais quand même à la base comme une opportunité de retravailler ce texte dans une application un peu différente. Eh ben, je me suis engagé sur ce projet parce que c'était un véritable pari artistique et technique. Artistique parce que filmer une pièce du 18e dans un décor contemporain, c'est quand même une gageure. Ils sont souvent sceptiques au départ. Et puis en commençant à regarder, on rentre dans cet univers, on accepte ces mots-là et non seulement on les accepte, on les entend. Le monde entier m'abandonne. Je tâche d'y voir double afin de me servir à moi-même de compagnie. Ok, alors c'est bon. Et Christophe, merci, on peut y aller. Moteur. On a fait 2 semaines de répétition cet été, avant de commencer les tournages et les choses sérieuses. 2 semaines de tournage pour faire 1h10 de film, ce qui est peu, en sachant que d'habitude un long métrage ça se fait entre 6 et 10 semaines, voire 15 semaines. On va enlever les panneaux, pour pas qu'ils soient dans le champ. Change de plan, merci, on libère la circulation. Donc le tournage de 12 jours, c'était vraiment quelque chose de très intense. Mais à l'avance, c'était plutôt théorique, c'est devenu très pratique, très concret. On a réussi ce pari grâce à une préparation efficace. On était là à 300% tous. Donc le challenge était aussi d'avoir un tournage extrêmement court pour qu'on vaincre aussi les financiers, qu'on peut en faire plusieurs dans l'année. On a décidé de tourner en vidéo de définition avec un kit Pro 35. Le kit Pro 35, c'est un petit complément qu'on met devant la caméra pour éviter d'avoir cet effet un peu vidéo moche qu'on retrouve dû à l'absence de profondeur de champ. Donc on a rajouté ce kit et on peut mettre des vraies optiques de cinéma dessus. Et c'est Rémi qui a proposé la deuxième caméra. Et finalement, ça nous a fait gagner un temps fou parce que Rémi et Mathias, le deuxième caméraman, se connaissent bien, ils ont une vraie complicité. Rémi, le truc, c'est bien comme il vise là. À l'américaine, tu veux dire? Non, côté à gauche. Non, tu dois être appuyé sur la détente. Quand il commence à parler, tu sors de là, si on te verra. Donc le coup de feu, on le fait à 2 caméras, une qui fait en serré et une qui fait en large. Alors ça, c'est de l'impact, de l'impact, de l'impact, de l'impact. Non, faut vraiment fermer les yeux. Donc en visant au milieu, normalement, tu t'en prends pas dans le visage. Du coup, faut tricher un tout petit peu la direction du... Non, on va lui mettre un truc dur. Faut bien te dire une chose, le boom t'es mort, c'est dans les cours d'école. Une goutte de café, tu sais, qui tombe long, là. Pareil. Ouais. Aux morts, je t'ouvre les bras. Voici le terme de mes mots. Fais-le maintenant. Donc, bam! Et d'un coup. Voilà. Il y en a une qui s'était coincée. Quand il y a des cascadeurs qui répètent sur un plateau, ça met une tension et une pression particulière. Parce que le danger est palpable. Je sentais de la part de l'équipe technique, d'un coup on sait qu'on peut faire qu'une prise. Il se trouve qu'on en a fait 2, mais qu'on sait qu'on ne pourra pas en faire 3. On fait une derrière la selle, on fait un truc qui bouche la vue, et après l'accident on l'a fait depuis là et là. Voilà. On y va? Là c'est parfait. On se met en place. Silence. Moteur. C'est bon? Silence. Action. Coupé. Ça va? Merci. Par rapport à la pièce, le fait de raconter ce fameux affrontement entre Octave et Marianne, où Marianne dira ce qu'elle pense de l'attitude d'Octave, du rapport des hommes, de la misogynie, d'avoir un accident de voiture et de scooter juste avant, à l'intérieur même du dialogue de la scène,
c'est excessivement compliqué pour le jeu. Parce que l'image est tellement forte qu'ensuite, derrière, pour régater, c'est particulièrement difficile. Donc le travail était d'arriver à amener les acteurs, d'une part à se mettre dans la situation, dans l'état de l'accident, et puis de trouver le chemin avec eux. Qu'est-ce qui pouvait les amener à quand même arriver à dire ces mots-là et que l'accident ne soit pas anecdotique ou accessoire ou qu'un effet de mise en scène. Du coup, on prend le temps avant d'attaquer. Le temps de reprendre dans ta gorge et de dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il doit y avoir cette tension entre vous. Il doit y avoir tout de suite. Ça va capter ça. En tant que comédien, c'était hyper enrichissant de pas juste être lâché au milieu de caméra et de jouer le truc et puis trouver génial qu'il y ait un cascadeur qui vient te doubler pour la scène du scooter, mais d'avoir toujours quelqu'un qui est garant un peu du texte et de ces enjeux-là. C'était drôle parce qu'il y avait une petite fille qui était là avec sa sœur et sa maman qui faisaient de la figuration. Et quand il y a eu l'accident, elle a eu très peur, elle a pleuré. Pour moi, c'était bien de voir la réaction de la petite fille. Juste avant de tourner, parce que c'était une vraie réaction de quelqu'un qui voit quelque chose de violent et qui s'y attend pas. Alors tomate, oignon, SMS. Ouais, on fait tomate, oignon, SMS, courgette, pâte, tibia. Non, ça va pas du tout. Tomate, oignon, SMS, pâte, courgette, tibia. Non, tomate, oignon, courgette, pâte, tibia. Non. Tomate, oignon, pâte, courgette, tibia. Pas de tomate pour courgette, pas de tomate pour tibia. Bon, ratatouille et puis c'est réglé quoi. Le Carouge est un excellent cadre justement pour raconter ça. Les habitants ont joué le jeu et il y a quand même cette chose où en Suisse romande, c'est quand même un petit événement quand on vient tourner. Caméra tourne. Attention. Prêt pour vous? Action. Je ne saurais que les remercier à nouveau. Donc, principalement la réalisatrice Elena Azanov, mais aussi son fidèle monteur Valentin, notre producteur Jean-Marc. C'est moi. Voilà. Céline, qui nous a gribouillé tout ça grâce à tous ses talents de script qu'elle a appris auprès de Sylvette. Mathias, donc je vous parlais tout à l'heure de la deuxième caméra, Mathias qui s'occupait de la deuxième caméra, Antonin qui a fait assistant réalisateur et qui a été très efficace. Pour que tout ceci fonctionne, il faut vraiment un ingé son qui sache bloquer tout un quartier de Genève qui s'appelle Carouge pour faire un gros plan sur une olive. Donc voilà, je vous présente Eric. Mais c'est la régie qui a bloqué ces endroits. Il n'aurait pas réussi sa mission s'il n'avait pas un perchman efficace et assez grand pour faire tout ceci. Donc voici David. David, je vous présente David. Bonjour. Voilà. Le plus grand perchman de l'histoire de l'humanité. C'est malin ça.
ton gilet par-dessous ta veste. T'as une veste ou un manteau là? La pince à linge, c'est un repère pour toi? Prêt? Prêt? Ok, action! Action! Ok, on y va. Mais c'est exprès, faut pas vous parler. Ok, on y va. Alors maintenant, la voiture part de l'autre côté, Ouais, avec les enfants. dans cette rue, et nous, la caméra vient dans le virage, dans ce coude là. Vous pouvez aller? D'abord, ça a commencé par le fait qu'on a pris la pièce et que j'ai pris tout ce qui se dit, tous les dialogues sans les toucher. On a coupé quelques morceaux, on n'a pas changé de mots. J'ai rajouté toutes les dites d'escalier, toute l'action en fait, en rajoutant des choses que Musset n'aura pas pu écrire, comme par exemple poursuite en voiture ou des menaces avec un pistolet, des choses qui font partie de notre monde aussi cinématographique et aussi du monde dans lequel on vit, en les contrastant avec ces mots-là. On garde tout le côté des pièces de théâtre dans leurs mots, dans comment elles expriment, mais les gestes, les gestuels, les mouvements, c'est vraiment quelque chose de contemporain, d'actuel. Puis ne jamais juste faire asseoir un comédien qui parle, mais les faire vivre dans ce qui l'entoure. Il y a des dialogues magnifiques. Pour les entendre, il faut quand même mettre en valeur ce qui se dit. Brisons cet entretien, où vous sentirez l'inconvenance de s'arrêter sous une tonnelle, où vous me réduirez à une violence qui répugne à mon habit. L'année passée, en 2007, je suis allée en Pologne faire un masterclass avec Andrzej Wajda, le grand cinéaste polonais. J'ai discuté avec les comédiens polonais, ils m'ont raconté qu'en Pologne, c'est un concept qui se fait depuis des années. Et puis je suis revenue en Suisse avec l'idée de proposer ça ici. Et à ce moment-là, Jean Lermier venait d'être nommé directeur du théâtre de Carouge. Je suis allée le voir parce que j'avais besoin d'un théâtre partenaire pour proposer le projet. J'ai fait la mise en scène du spectacle au théâtre des Caprices de Marianne. C'est moi qu'ils ont étendu sous cette froide pierre. C'est pour moi qu'ils avaient aiguisé leurs épées, c'est moi qu'ils ont tué. Lors d'un week-end, de manière très sauvage, j'avais pris une petite caméra DV et j'avais filmé les acteurs. J'avais été excessivement frappé de la force de l'écriture de Musset dans une image contemporaine. Je te souhaite 1000 prospérités. Rassure-toi sur ce sujet, cher verrou de prison. Je dors tranquille comme une audience. Moi je le voyais quand même à la base comme une opportunité de retravailler ce texte dans une application un peu différente. Eh ben, je me suis engagé sur ce projet parce que c'était un véritable pari artistique et technique. Artistique parce que filmer une pièce du 18e dans un décor contemporain, c'est quand même une gageure. Ils sont souvent sceptiques au départ. Et puis en commençant à regarder, on rentre dans cet univers, on accepte ces mots-là et non seulement on les accepte, on les entend. Le monde entier m'abandonne. Je tâche d'y voir double afin de me servir à moi-même de compagnie. Ok, alors c'est bon. Et Christophe, merci, on peut y aller. Moteur. On a fait 2 semaines de répétition cet été, avant de commencer les tournages et les choses sérieuses. 2 semaines de tournage pour faire 1h10 de film, ce qui est peu, en sachant que d'habitude un long métrage ça se fait entre 6 et 10 semaines, voire 15 semaines. On va enlever les panneaux, pour pas qu'ils soient dans le champ. Change de plan, merci, on libère la circulation. Donc le tournage de 12 jours, c'était vraiment quelque chose de très intense. Mais à l'avance, c'était plutôt théorique, c'est devenu très pratique, très concret. On a réussi ce pari grâce à une préparation efficace. On était là à 300% tous. Donc le challenge était aussi d'avoir un tournage extrêmement court pour qu'on vaincre aussi les financiers, qu'on peut en faire plusieurs dans l'année. On a décidé de tourner en vidéo de définition avec un kit Pro 35. Le kit Pro 35, c'est un petit complément qu'on met devant la caméra pour éviter d'avoir cet effet un peu vidéo moche qu'on retrouve dû à l'absence de profondeur de champ. Donc on a rajouté ce kit et on peut mettre des vraies optiques de cinéma dessus. Et c'est Rémi qui a proposé la deuxième caméra. Et finalement, ça nous a fait gagner un temps fou.
Parce que Rémi et Mathias, le deuxième caméraman, se connaissent bien, ils ont une vraie complicité. Rémi, Rémi. C'est bien comme il vise là. À l'américaine, tu veux dire? Non, côté à gauche. Non, tu dois être appuyé sur la détente. Quand il commence à parler, tu sors de là. Si, on te verra. Donc le coup de feu, on le fait à 2 caméras, une qui fait en serré et une qui fait en large. Alors ça, c'est de l'impact, de l'impact, de l'impact, de l'impact. Non, faut vraiment fermer les yeux. Donc en visant au milieu, normalement, tu t'en prends pas dans le visage. Du coup, faut tricher un tout petit peu la direction du... Non, on va le mettre un truc dur. Faut bien te dire une chose, le boom t'es mort, c'est dans les cours d'école. Une goutte de café, tu sais, qui tombe long, là. Pareil. Ouais. Ô mort, je t'ouvre les bras. Voici le terme de mes mots. Fais-le maintenant. Donc, bam. Et d'un coup. Voilà. On a une qui s'était coincée. Quand il y a des cascadeurs qui répètent sur un plateau, ça met une tension et une pression particulière. Parce que le danger est palpable. Je sentais de la part de l'équipe technique, d'un coup on sait qu'on peut faire qu'une prise. Il se trouve qu'on en a fait 2, mais qu'on sait qu'on ne pourra pas en faire 3. On fait une derrière la scène, on fait un truc qui bouche la vue, et après l'accident on l'a fait depuis là. Et là. Voilà. On y va? Là c'est parfait. On se met en place. Silence. Moteur. C'est bon? Silence. Action. Coupé. Ça va? Merci. Par rapport à la pièce, le fait de raconter ce fameux affrontement entre Octave et Marianne, où Marianne dira ce qu'elle pense de l'attitude d'Octave, du rapport des hommes, de la misogynie, d'avoir un accident de voiture et de scooter juste avant, à l'intérieur même du dialogue de la scène, c'est excessivement compliqué pour le jeu. Parce que l'image est tellement forte qu'ensuite, derrière, pour régater, c'est particulièrement difficile. Donc le travail était d'arriver à amener les acteurs, d'une part à se mettre dans la situation, dans l'état de l'accident, et puis de trouver le chemin avec eux. Qu'est-ce qui pouvait les amener à quand même arriver à dire ces mots-là et que l'accident ne soit pas anecdotique ou accessoire, ou qu'un effet de mise en scène. D'un coup, on prend le temps avant d'attaquer. Le temps de reprendre dans ta gorge et de dire quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Il doit y avoir cette tension entre vous. Il doit y avoir tout de suite. Ça va capter ça. En tant que comédien, c'était hyper enrichissant de pas juste être lâché au milieu de caméra et de jouer le truc et puis trouver génial qu'il y ait un cascadeur qui vienne te doubler pour la scène du scooter, mais d'avoir toujours quelqu'un qui est garant un peu du texte et de ces enjeux-là. C'était drôle parce qu'il y avait une petite fille qui était là avec sa sœur et sa maman qui faisaient de la figuration. Et quand il y a eu l'accident, elle a eu très peur, elle a pleuré. Pour moi, c'était bien de voir la réaction de la petite fille. Juste avant de tourner, parce que c'était une vraie réaction de quelqu'un qui voit quelque chose de violent et qui s'y attend pas. Alors tomate, oignon, SMS. Ouais, on fait tomate, oignon, SMS, courgette, pâte, tibia. Non, ça va pas du tout. Tomate, oignon, SMS, pâte, courgette, tibia. Non, tomate, oignon, courgette, pâte, tibia. Non. Tomate, oignon, pâte, courgette, tibia. Pas de tomate pour courgette, pas de tomate pour tibia. Bon, ratatouille et puis c'est réglé quoi. Le cas rouge est un excellent cadre justement pour raconter ça. Les habitants ont joué le jeu, il y a quand même cette chose où en Suisse romande,
quand même un petit événement quand on vient tourner. Caméra tourne. Attention. Prêt pour vous? Action! Je ne saurais que les remercier à nouveau. Donc, principalement la réalisatrice Elena Azanoff, mais aussi son fidèle monteur Valentin, notre producteur Jean-Marc. C'est moi. Voilà. Céline, qui nous a gribouillé tout ça grâce à tous ses talents de script qu'elle a appris auprès de Sylvette. Mathias, donc je vous parlais tout à l'heure de la deuxième caméra, Mathias qui s'occupait de la deuxième caméra, Antonin qui a fait assistant réalisateur et qui a été très efficace. Pour que tout ceci fonctionne, il faut vraiment un ingé son qui sache bloquer tout un quartier de Genève qui s'appelle Carouge pour faire un gros plan sur une olive. Donc voilà, je vous présente Eric. Mais c'est la régie qui a bloqué ses voix. Il n'aurait pas réussi sa mission s'il n'avait pas un perchman efficace et assez grand pour faire tout ceci. Donc voici David. David. Bonjour. Voilà. Le plus grand perchman de l'histoire de l'humanité.